Je pense que on peut ouvrir le débat aussi, la discussion. Si M. Hadjani n'est pas en ligne, M. Bessaoud, je pense que comme l'idée est venue de vous, je pense que il y avait des choses à dire après toutes ces interventions. Et je vous donne la parole. Allez-y. Merci. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que il y a eu beaucoup d'interventions intéressantes, pertinentes que je partage. Hein. Il y a pas de. Je voulais simplement mettre l'accent. Hein. Bon, moi j'ai été très vite hein, dans ma communication. Vraiment mettre l'accent sur cette histoire de se réapproprier notre histoire nationale, de faire le lien. Ce que disait M. Soukhal sur cette histoire de révolution, il y a plein d'éléments. Moi, je suis pas. Enfin, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup été inspiré par les travaux d'historiens, enfin d'historiens, des agronomes andalous, des agronomes arabes. Vous savez, j'étais dans un institut méditerranéen, forcément, dans cet institut, nos enseignements portaient sur l'agriculture méditerranéenne, et la référence n'était pas, bien sûr, la référence était le premier manuel d'agriculture nabatéenne, c'était toute cette région qui couvre aujourd'hui la Jordanie, Petra, tout ça, qui était une zone prospère agricole, et avec bon, et repris par les Grecs, repris par les Latins, Columelle, Pline, l'Ancien, Virgile, etc., qui ont synthétisé tous les principes agronomiques, et ce sont les Arabes, oui, les Andalous, qui se sont réappropriés toute cette connaissance en y ajoutant quelque chose qui était fondamental, la botanique. Les connaissances en botanique avaient fait un bond formidable avec les... Et là, on a des éléments qui ressemblent fort à ce qu'on appelle l'agroécologie. La relation entre l'arbre et la plante qui nourrit la plante, la diversification des systèmes, c'est-à-dire multiplier les cultures sur... Voilà, diversifier tous ces éléments. Et en plus, je veux dire, c'est quelque chose qui relevait aussi d'une observation des pratiques des agriculteurs andalous, mais aussi, attention, des agriculteurs espagnols de l'époque, qui étaient considérés par Ibn Khaldoun, lorsque vous lisez Ibn Khaldoun, comme les meilleurs agriculteurs de la Méditerranée, et qui ont été, toutes ces connaissances ont été, et tout ça a été effacé de la mémoire. La colonisation s'est interposée, elle a même, je veux dire, elle est passée tout de suite au grenier de Rome. Mais enfin, le grenier de Rome, c'était quoi? Le grenier de Rome, c'est l'état de Massinissa, c'est toute la période qui va jusqu'au IIe siècle, où ce sont les Berbères. Ce sont des Berbères, là, c'est la Numidie qui produisait l'essentiel. Ce n'était pas les colons, attention, c'est pas le colonna romain. Quand on connaît l'histoire antique, c'est pas le... Tout ça est ignoré dans notre pays. Tout ça a été gommé de notre histoire. Toutes ces pratiques qui sont synthétisées dans des... Quel est l'institut d'agronomie qui a fait connaître à nos étudiants ces aspects-là sur... Bon, le terme même, vous savez, là on emploie le terme de fillah. Est-ce qu'on s'interroge sur la signification du mot fillah? Que veut dire le mot fillah? Et là je renvoie à cette histoire de soc, charrue. Le mot fillah renvoyait à, si vous voulez, un symbole religieux qui était celui de sacrifier, c'était l'époque polythéiste, c'était avant l'islam, de sacrifier un animal, et ce geste-là d'ouvrir la terre, d'ouvrir, comme ça, d'ouvrir, c'était l'arère qui allait participer ou qui allait être le lit pour l'ensemencement, etc. Et donc, il faut, voilà, ça renvoyait à un acte sacrificiel, qui renvoyait au geste, à une gestuelle, à une technique qui était celle de l'arère qui ouvrait la terre, qui la grattait. Et vous le savez, je l'ai évoqué dans le texte très très rapidement, moi j'ai toujours été fasciné par comment une civilisation comme celle des Hammadites, et d'autres d'ailleurs, j'ai parlé des autres civilisations en Tunisie, par exemple les Arlabites, en fait c'était
une bonne partie d'entre eux, enfin une bonne partie, c'était les Berbères de nos régions de Sétif, nos fameux Koutéma, nos fameux tribus qui s'étaient déplacés du côté de la Tunisie, qui ont fondé Mahdia et compagnie. C'était une agriculture sèche, prospère, qui a diffusé, qui a vulgarisé des tas de techniques, et j'en passe, je veux dire. Tout ça, je pense qu'il faut. Et on a fait des révolutions agricoles. Je pense que ça devrait inspirer, parce que l'agroécologie, c'est vrai, les oasis, il y a aussi ce. Je veux dire, quand Stéphane Le Foll évoque, oui, les arbres. Bah oui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en tenir à ça uniquement. Attention, il faut, je pense, il y a de nouvelles connaissances dans le domaine de la pédologie, dans le domaine du vivant, hein, du traitement du vivant. Et ce stock de connaissances est là. Comment l'intégrer? Comment l'adapter localement? Comment, surtout dans cette période, pourquoi j'évoque cette histoire de civilisations qui ont prospéré dans les zones, c'est par rapport au problème de climat, de changement climatique, de réchauffement de la planète. Comment les gens se sont adaptés? Le secret, quel a été le secret de la présence arabe et de la diffusion de l'islam au Maghreb? Quel a été le secret? Ben, le secret, c'est que c'est la seule civilisation qui est venue de l'intérieur des terres et qui a diffusé dans les zones sèches, pas sur le littoral. C'est pas les Vandales, c'est pas les Byzantins, c'est pas les Romains, c'est pas les Ottomans, c'est pas les Français, qui sont tous venus par la mer. Les Arabes sont venus de l'intérieur des terres. De l'intérieur des terres, ils ont mis en place, au contact des tribus locales, et c'est ça. Bon, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui étaient la langue, le puni, qui était une langue sémitique, qui était comprise. Il y avait aussi des schismes religieux, le donatisme, l'arganisme, plein de choses qui ont été intégrés par nos populations rurales et qui ont favorisé la. Voilà, je pense que toute cette histoire-là, je ne peux pas concevoir aujourd'hui un agronome sans cette connaissance historique, humaine de nos sociétés, parce que l'agriculture, moi qui suis dans la recherche depuis 40 ans, c'est le terrain, non seulement le terrain, mais la multidisciplinarité. Un agronome, ce n'est pas uniquement un technicien. Tout à l'heure, vous avez écouté Sofiane Benadjila. Sofiane Benadjila, bon, c'est le contact, c'est le contact aux hommes, leur culture, leur pratique, c'est une anthropologie à la fois économique, culturelle, c'est tout ça. Et dans nos systèmes de formation, et le plan stratégique aujourd'hui qui a été défini par les chercheurs qui se sont réunis il y a quelques mois, propose de diffuser les sciences sociales, de les enseigner. Elle propose l'agroécologie, elle propose tout ce qui touche la qualité des. Vous le savez, enfin, les produits du terroir, tout ça, c'est des produits paysans. Et ça, c'est très important. Et pour terminer, moi, je pense que ce qui est important, c'est observer, regarder, capitaliser toutes les connaissances elles sont en train de se perdre parce que notre paysannerie est en délitement. C'est tout ça qu'il faut capitaliser, qu'il faut inventer. On n'a aucun inventaire, ni de semences locales, ni de nos savoirs, ni des pratiques, Eh bien, nos chercheurs, nos formateurs, tout ça doivent s'atteler à faire ça et constituer l'élite qui va penser collectivement. Je ne pense pas que c'est uniquement les chercheurs, les formateurs, etc. Mais il est important de constituer cette élite pour aller de l'avant, pour prendre en charge ces problèmes qui sont de grands défis. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui nous attend dans les 20 prochaines années. L'année 2030-2040 est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien dans l'histoire de l'humanité, et encore plus dans l'histoire de la Méditerranée. Parce aujourd'hui, on fait face à des problèmes qui sont cruciaux d'alimentation, de subsistance, de climat, de renouvellement de notre stock, de notre capital, qui n'est pas uniquement le capital humain de connaissances. Mais ce qui est en train de se perdre, c'est le capital foncier, le capital naturel, c'est la biodiversité, c'est tous ces éléments-là. Et nous sommes en mesure, en Algérie, parce qu'on a une élite constituée, de créer des synergies pour favoriser une réforme radicale du système de formation agronomique qui est, à mon avis, obsolète, dépassé. Voilà.
C'est ça. Il faut aller vers la qualité dans le système de formation, pas uniquement vers la quantité, mais vers la qualité. Et la qualité, c'est une réflexion profonde sur les connaissances qui sont dispensées et leur adaptation à nos conditions locales. Merci. Je suis désolé, j'ai été pris par mon élan. À vous. Merci. Amine, j'ai terminé. Amine. Amine. À vous, Amine. Pardon, Omar, on a toujours des micro-coupures d'Internet et j'étais en train d'envoyer un message à Madame Djouder, d'ailleurs, Djoudar, pardon, qui prend la place de Hadjani. Apparemment, vous êtes connecté sur son compte. Mais ça ne fait rien, vous connaissez très bien Madame Djoudar. Je crois que vous êtes vice-présidente d'une association, c'est ça, concernant l'hydrologie, c'est ça? L'hydrogéologie. Bon, alors, présentez-vous et puis posez la question que vous souhaitez. Merci, Monsieur Ben Semen. Je tiens à remercier l'ensemble des participants pour nous avoir vraiment offert et bien sûr à vous les organisateurs, parce que vraiment aujourd'hui j'ai été formée à tout ce qui est question agro, ça va compléter ma formation et même tout ce que j'ai l'habitude de donner à mes étudiants, là je vais prendre attache avec pas mal d'entre vous pour des conférences, pour intervenir au sein de l'École nationale supérieure d'hydraulique de Blida, où je suis directrice des enseignements, diplômes et formations continues. Donc, on forme des hydrauliciens dans 5 options. Donc, aménagement et génie hydraulique, réutilisation des eaux non conventionnelles, donc dessalement de l'eau de mer et les eaux usées. Nous formons aussi dans tout ce qui est pratique d'irrigation et drainage. Et enfin, l'assainissement et l'alimentation en eau potable. Je voulais juste, pour ne pas trop prendre de votre temps, je félicite l'ensemble des intervenants pour la qualité vraiment des interventions. Vous n'avez rien à envier aux étrangers. Vraiment, c'est une fierté. Moi, j'aurais voulu sincèrement, cette présentation, la rediffuser. D'ailleurs, je vais conseiller à mes étudiants de la voir parce que ça va les booster en tant qu'hydrauliciens qui veulent vraiment apporter un plus, des idées innovantes dans l'économie de l'eau, ainsi que je vais la partager sur le site de l'association des hydrogéologues algériens que nous avons mis en place depuis 2019, dont le président est professeur Menani de l'université de Blida 2. Et je suis aussi, comme vous le savez, M. Ben Semen, responsable de la formation ingénieur innovation que nous avons lancée depuis 2012 avec l'INSA de Lyon, pour laquelle nous avons des success stories, des étudiants, d'anciens étudiants à nous, qui ont mis en place leurs entreprises en hydraulique, mais nous avons toujours touché à toutes ces questions d'énergie renouvelable, enfin les 3 E, environnement, énergie renouvelable et protection de l'eau d'une manière générale. Je voulais juste ajouter un petit peu d'eau à votre moulin concernant justement la formation que vous avez abordée quant à la formation qui est dispensée au niveau de l'INSA. Je vais prendre la défense de mes collègues de l'INSA, étant d'une grande école et eux aussi. Justement, nous sommes sur un projet qui va prendre fin en septembre 2022, algéro-européen, qui traite de la qualité, de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans les universités algériennes. Décidément. Alors, je vais vous donner quelques points qui sont traités justement par ce projet qui regroupe donc, je dois vous dire, l'ENSH, l'École nationale supérieure d'hydraulique de Blida, il y a l'École nationale supérieure d'agronomie et il y a l'École de biotechnologie de Constantine. Alors, les objectifs à cibler, en fait, c'est d'améliorer déjà la vie à l'université, mais aussi encourager les écoles à coopérer davantage avec le milieu socio-professionnel. Donc là, je vous tends la perche. Étant soucieux de l'avenir de l'alimentation de nos compatriotes, de prendre attache avec l'école. De toute façon, moi, je vais aussi, comme je défends l'INSA, je vais défendre Filaha Innov, dont je me sens membre à part entière.
je vais leur parler, leur dire et leur transmettre carrément le lien, puisque vous l'avez enregistré. Même si vous ne l'avez pas enregistré, j'ai enregistré la plupart des interventions parce que je dois les communiquer à tous les gens que je connais qui sont soucieux justement de l'avenir de notre pays, de l'amélioration de tout ce qui est ressources en eau souterraines, ressources en eau superficielles, la qualité des sols, tout ça. Donc, à travers ce projet qui nous regroupe bien sûr les 3 grandes écoles algériennes avec 2 grandes universités en Lituanie et en Estonie. Je voulais, pour finir, bon, je ne vais pas trop m'étaler sur ce projet-là. De toute façon, vous pouvez le trouver sur les sites des 3 écoles. Il y a un aperçu. Je voulais vous poser une question parce que lors de mon déplacement en Lituanie, il a été question ils étaient en train de finaliser un projet sur l'hydroponie. Eh bien, on nous a fait visiter des fermes. Il y avait une ferme avec l'université Skulgenski qui était rattachée à l'université. Tous les produits de cette ferme étaient carrément utilisés au niveau de l'université. Et le fils du recteur était un start-upper qui a lancé sa start-up dans l'hydroponie. C'est lui qui fournissait, c'est-à-dire le plus normalement du monde, il fournissait tout ce qui est produit de l'hydroponie, des salades, enfin tout ce qu'ils peuvent utiliser sans aucun problème, chose qu'on ne peut pas faire en Algérie parce qu'il y a conflit d'intérêts et ceci et cela. Donc voilà, je vous informe que je viens de lancer une nouvelle promotion d'ingénieurs entrepreneurs et pour lesquels j'ai exigé en tant que spécialiste dans la protection de l'environnement et des ressources en eau souterraine, je leur ai recommandé d'utiliser donc les 3 E, économie de l'eau, les énergies renouvelables, proposer des solutions comme l'avait souligné docteur Attar, il parlait des stations monoblocs. Nos étudiants, ils ont proposé ces stations. Mais malheureusement, il n'y avait pas preneur. C'est-à-dire la lourdeur de la procédure administrative une fois que le projet, parce que nous, on est dans la pré-incubation. Mais dès qu'ils arrivent à l'incubation, c'est-à-dire à la concrétisation de leur start-up, ils sont confrontés à des problèmes et malheureusement, je vous informe que j'ai formé plus d'une centaine d'étudiants en entrepreneuriat qui ont été repris par des firmes étrangères. Ils leur ont donné des postes importants et d'autres, ils sont carrément partis à l'étranger. Il y en a beaucoup plus, ils sont en France. Voilà, Monsieur Bensemen, pour ne pas trop prendre du temps de tout le monde. Merci infiniment pour cette formation. Amen. 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 Je pense qu'il a oublié son micro. Comme tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on va parler directement, c'est tout. Hein? Amen. Oh, non, Vous avez terminé, je m'excuse, j'ai une coupure là. Amen. Bon, de toute façon, vous avez parlé des startups dans votre secteur. Bon, je vous informe que nous avons un incubateur maintenant et qu'ils sont les bienvenus chez nous. En cas de… Bon, bientôt, on va avoir une petite exposition justement avec tous les startups dans le domaine de l'agriculture, l'agro-industrie, aussi l'agroécologie, bien sûr. Et donc, bon, on vous sollicitera pour nous envoyer 2 ou 3 startups dans le domaine de l'hydraulique. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour… Merci. Amen. 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 آمين رب العالمين. بطلنا. Si Ben Issa, je pense que si vous voulez intervenir, intervenez carrément, c'est plus facile. Wallah. Moi, je vous donne l'autorisation, allez-y. Non, bah, il y a tellement de messages. Rachid, je te donne la parole maintenant que je suis connecté. Vas-y. Allô? Oui? Oui, Rachid. Oui, tu nous as fait perdre toutes les démarches. شوف
Moi, il y n'entend a pas. tellement de messages, il y a tellement de Ah messages là qui là, sont passés. décidément. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est terrible. C'est bon? On t'entend là, hein? Vas-y, Rachid, vas-y. Mais Vas-y, vas-y, on Khallah, t'entend. On t'entend, Rachid. non, je voulais dire, que c'est pas une conclusion, mais il y a tellement de messages qui sont passés aujourd'hui que je me dis, ben, si je fermais les yeux et je ne savais pas où j'étais, je me dirais qu'on est en train de discuter de la quatrième révolution industrielle. Alors, bon, mais il faut revenir sur Terre. Si Subhanallah هدر على le vol, très bien. Je donne l'information. Subhanallah a donné la date de 2017. Je lui dis qu'en 2012, on a co-parrainé le lancement du programme FAO sur l'agroécologie. Oui. Donc il y a aussi, quand je dis ça, je dis aussi que la loi d'orientation agricole, dans ses principes, c'est également la préservation des ressources, etc. Il faut améliorer, il faut dire les choses autrement. Saoud m'a même proposé qu'il faudrait agir pour que la loi d'orientation soit actualisée. Mais je réagis aujourd'hui en disant il faut la lire. Il faut savoir que l'Algérie s'est engagée dans ce dispositif. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour dire qu'on a fait quelque chose. C'est pour dire tout simplement il faut étudier pourquoi. Si on veut régler les problèmes, pourquoi on n'arrive pas à généraliser la dynamique alors qu'elle est dans les lois et dans les politiques. Et c'est cette contradiction qui est au centre de toutes nos préoccupations. Il faut que Saoud ou Brahim nous rappelle l'histoire. Et ils ont très bien fait, parce que parfois on pense que c'est connu. Hein? Mais en fin de compte, Omar l'a bien dit, ce n'est ni enseigné ni connu. Et quand on veut se décoloniser, on commence par ça. Et on ne recrée pas les mêmes conditions qui vont encore nous coloniser. Parce que le message est tellement important. Comme l'a dit aussi Omar, il a dit aussi Ibrahim, les défis sont tellement importants, tellement cruciaux et vitaux pour les générations qui vont venir. Il faut bien percevoir l'enjeu. Et il faut commencer. C'est pour ça aujourd'hui, c'est plus une semence qui est jetée. On ne sait pas où est-ce qu'elle va atterrir. Pour repenser la formation dans l'agriculture. Mais quand on dit dans la formation, on ne s'adresse pas uniquement au niveau supérieur. On s'adresse aussi aux principes à donner, aux mots à donner aux primaires, aux secondaires à les expliquer et à les développer dans l'universitaire pour que l'étudiant sorte avec des bagages sûrs et capables d'affronter la masse d'informations qui va circuler grâce au TIC, la masse des connaissances qui vont circuler. Sinon, on n'aura que des schizophrènes et des gens qui vont passer encore une fois à côté. Et c'est ça, je pense, le message d'aujourd'hui. C'est pas un programme qu'on a dit aujourd'hui, parce qu'on n'a pas dit un programme. On a dit repenser le système dans son ensemble. Et c'est ça que je voulais recentrer un peu les choses, parce qu'il faut aussi qu'on s'écoute entre nous. Parce que la référence, chaque fois qu'on veut nous donner des références, moi j'étais pendant longtemps aux affaires, et alors, souvent devant moi, quand on me dit par exemple, et hop, on est dans des milieux qui sont lointains de chez nous. Par exemple, dans tel pays, par exemple, dans tel autre. Et pour ne pas dire 90%, c'est le même pays. Mais alors que
Dites-moi, par exemple, la Médéa, comment on fait? Dites-moi à Tlemcen, comment on fait? Dites-moi à Constantine. Et là, on est perdu. Et à ce moment-là, il y a toute une élite qui disparaît. Alors la question n'est pas au niveau uniquement des politiques, bien sûr, il faut qu'elle suive, mais également dans les référents à créer techniques qui m'agalent à Omar Gbe. Où sont les techniques produites? Voilà les référents techniques produits par les nôtres. On peut les compter sur les doigts d'une main. C'est-à-dire, c'est tellement fort ce qui a été dit aujourd'hui que si on veut faire un petit pas en avant, il faut bien recentrer la chose. Il faut bien dire, oui, quand Ibrahim parlait de tiques et leurs effets, c'est énorme. Dans l'agriculture, aujourd'hui, beaucoup de systèmes d'irrigation d'appoint, et nous, la politique demande qu'il y ait généralisation de l'irrigation d'appoint dans le pays, se fait, j'allais dire, automatiquement. Il y a les capteurs d'humidité sur le terrain, il y a les connexions avec le système d'irrigation, il y a le calcul de l'eau, il y a, et c'est de chez soi que quelqu'un fait marcher tout ça. Il y a eu quelques exemples ici, mais très vite sont isolés. Le semi-direct, quelqu'un en a parlé à plusieurs reprises, c'est vrai. L'Argentine ou le Brésil, comment ils sont devenus grands pays producteurs si ce n'est pas grâce au semi-direct? Nous, il y a eu quelques exemples là, et quand on a dit, et je me rappelle de la première fois que j'ai parlé du semi-direct, j'ai dit quand j'ai dit qu'on pouvait avoir du céréales sans labourer, j'étais le centre de moquerie pendant longtemps. Tellement le système que dénonce Omar est ancré dans les esprits, pas uniquement des agronomes, même dans chez beaucoup d'agriculteurs, chez beaucoup de citoyens. Et quand on vient avec une innovation comme ça, c'est pas compris. Et donc il faut, c'est pour ça que la prise en charge de tout cela doit être dans une vision globale. Dans une vision globale, et chacun de nous dans son entourage travaille pour ça. Je pense qu'il est convaincu. Et c'est comme ça que petit à petit, peut-être, la génération ou les générations qui vont venir vont intégrer ça, parce que on ne pourra pas faire grand-chose si on n'intègre pas la dynamique des changements qui vont venir par l'éthique, et déjà c'est là, et la dynamique des changements qui viennent par les changements imposés, par le changement climatique. Quand on disait que toute l'Europe s'est mise dans la recherche pour avoir les semences et les plants futurs adaptés à la sécheresse, en réaction au changement climatique, et qui se sont dit, mais ben, pour avoir ça, il faut avoir des expériences dans les pays arides et semi-arides. Voici un créneau énorme. La dernière intervention m'a rappelé ça. On va étudier, mais ce sont eux qui sont en train de faire ça, ce n'est pas nous qui sommes en train d'intégrer ça. Et c'est ça là, le paradigme. Et sinon, Wallah, on va encore de nouveau être colonisé d'une autre manière. Et on ne saura pas quoi faire. Aujourd'hui, il y a un très grand programme, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un webinaire, très grand programme sur comment reverdir le Sahara. Mais le Sahara dans les 12 pays, pas uniquement chez nous. Et toute une dynamique est en train de s'installer. Pilotée toujours par les mêmes. Je ne dénonce pas, je dis localisons les choses, apprenons et transformons ça en atout national. Et c'est ça
le vrai enjeu. En tous les cas, encore une fois, je remercie tous les intervenants et je pense que c'est un webinaire réussi. Bravo Amine, malgré tes problèmes techniques. Et à la prochaine, Inch'Allah. Amine, disponible encore. Amine. Amine, Merci non, Rachid. on l'entend pas, Amine. Bon, Amine, juste une petite info. Oui, merci. Non, une petite info pour M. Attar. C'était pour simplement signaler à propos des énergies alternatives. L'école d'agriculture d'Alger a inventé, c'était du temps de la colonisation, ben, elle a inventé ça puisque les tracteurs, toute l'école était alimentée en énergie par les gaz de fumier des champs et des fermes expérimentales. C'était voilà, c'était le gaz de fumier et ça a fonctionné. Même les tracteurs fonctionnaient au gaz de fumier, ça a fonctionné jusqu'aux années 64, je crois. Et même les jumenteries. Voilà. Donc, c'était juste une petite info, mais ça a été bien entendu abandonné au profit du carburant. Bien, c'est tout. C'était une petite info parce qu'on a la chance d'avoir M. Attar parmi nous. Merci, merci à tous. Bon, je pense que l'heure est arrivée à la fin. C'est dommage. C'est des discussions maintenant qui sont super intéressantes. Et bon, avec tous les petits problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui, enfin, je vous remercie beaucoup à tous les panélistes et les intervenants d'avoir évoqué ce problème très important de la formation de l'agronome et du zootechnicien, du vétérinaire, bien sûr, toutes les études agronomiques, dans le contexte actuel qui est le développement aussi de nouvelles agricultures, ou peut-être une nouvelle qui est peut-être très ancienne avant, mais maintenant il faut se mettre un petit peu dans le fil du temps. Alors, Rachid Ben Issa a fait une très bonne conclusion. Je n'avais pratiquement pas de remarques à faire parce que c'est l'esprit de synthèse de toute cette réunion avec le thème que M. Omar Bessaoud a bien voulu débattre cette fois-ci. D'autres webinaires sont en cours. Nous avons pas mal de sujets intéressants qu'on pourra encore développer entre nous. Et je crois qu'il faudrait maintenir ce rythme de réunion. On vous remercie d'être présent. Je remercie Abdelmajid qui nous rejoint maintenant, hein, Abdelmajid Attar, qui nous rejoint. Et bien sûr, tous les autres, comme Brahim Zitouni, M. Meklish, Dr. Belissa, M. Bouchentouf, et Bougdour qui est encore connecté, Karim Rahal aussi qui était connecté. Je vous remercie et vous dis à très bientôt à notre webinaire, probablement sur l'agriculture des montagnes qui était prévu vers le 7 avril. Entre-temps, nous avons ici à la Fondation Filaha bientôt la visite du ministre de l'Agriculture et du ministre des Startups. La connexion est revenue. Donc, c'est pour finaliser et vous remercier à tous. Rachid qui va être subitement. C'est bien. C'est d'ailleurs. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci.